Bonjour à tous. Vous êtes impressionnants tous. Bon, moi, on m'a donné une première mission, c'est d'essayer de rattraper un petit peu le temps qui avait été dépassé. Donc, du coup, j'ai terminé. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon, on va s'éloigner un petit peu du milieu sportif, comme vous le voyez, mais pas tant que ça, parce que dans les entreprises, vous le savez très bien, les valeurs sont les mêmes. Effectivement, il y a 20 ans, jour pour jour, j'ai créé Aldébaran Robotics avec un objectif. L'objectif, c'était de devenir le leader mondial de la robotique humanoïde. Alors, c'était un tout petit marché à l'époque, bien sûr, mais il y avait déjà Honda, Sony, Toyota, enfin, il y avait déjà quelques grands. Puis, au cours du chemin, il y a Microsoft qui est arrivé avec une offre Microsoft Robotics Studio, puis Google qui a voulu rafler la mise. Et c'est nous qui sommes devenus leader mondial, c'est nous qui avons réussi à ça, avec tout l'ensemble des équipes. On était un peu plus de 600 personnes à la fin et on était rentable. Donc voilà, ça a été l'aventure Aldébaran. Je ne vais pas insister beaucoup sur cette aventure, c'est du passé, mais je veux quand même en tirer quelques idées, quelques remarques, quelques réflexions. D'abord, un premier sujet qui consiste à viser très très haut. Je vais rebondir sur plusieurs des valeurs qui ont été citées, soit par Laura, mais par Tony au début de cette présentation. Viser très très haut. Parce que j'ai tellement remarqué dans ma vie d'entrepreneur, ma vie à moi c'est de l'entrepreneuriat. J'ai co-créé 17 entreprises. J'ai été exécutif dans certaines, mais pas dans toutes. Et c'est tout dans des domaines plutôt de la deep tech. Et j'ai remarqué dans les entreprises de technologie en particulier que les gens disaient « moi j'ai envie de faire ça, mais c'est tellement difficile qu'en fait, je vais viser une étape intermédiaire dans un premier temps, puis je ferai l'étape d'après après dans un deuxième temps. » Ça ne marche jamais. Parce que l'étape intermédiaire, elle consomme toute votre bande passante, elle consomme toute votre énergie, elle consomme toutes vos équipes. Si on veut vraiment faire quelque chose, c'est forcément un peu plus difficile, mais c'est tellement plus valorisant et tellement plus intéressant. Il faut aller directement, viser très haut et essayer directement ce qu'on a envie. C'est beaucoup plus facile d'attirer des gens, c'est beaucoup plus facile d'attirer des investisseurs. Donc je trouve même que la probabilité de succès est plus importante. Ah, donc le premier message que je voulais dire, c'était ça. Le deuxième message que je voulais dire sur la technologie, c'est que c'est toujours difficile de savoir si on est en avance ou pas. Et être trop en avance sur une nouvelle technologie, quand elle est un peu disruptive, être trop en avance, c'est difficile. Parce qu'il va falloir éduquer le marché, il va falloir se battre, il va falloir convaincre tout le monde, investisseurs, staff, etc. Mais le problème, mais l'avantage, pardon, il y a un avantage, c'est qu'il n'y a pas encore les géants qui sont sur place. Et quand les géants arrivent et qu'on est une start-up ou une toute petite entreprise, c'est pas très facile parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas accès aux mêmes ressources que nous. Et donc en fait, il y a deux créneaux si on veut y arriver sur des technologies un peu révolutionnaires. Il y a le créneau d'être un petit peu en avance de phase pour faire que quand les géants s'y intéressent, on existe déjà, on a déjà pris pied, on a déjà développé des technologies ou des offres. Donc il y a un premier créneau qui est juste avant, puis il y a un créneau qui est après. Parce qu'à ce moment-là, on peut se positionner par rapport aux failles des gens qui ont choisi des solutions, des stratégies, des technologies. Voilà. Et donc, c'est un élément qui est important de savoir se positionner, soit avant, soit après. Mais quand on est trop en avant, c'est très ambivalent, c'est très difficile. Voilà. Mais donc ça, c'est un des éléments que j'ai tiré. Et puis l'autre élément que j'ai tiré, alors quand tout le monde est d'accord, c'est trop facile, mais c'est moins riche. Du coup, je ne vais pas forcément être totalement en accord avec ce que j'ai entendu avant. Un élément sur lequel je vais capitaliser beaucoup, c'est la vision de l'entrepreneur. Dans une entreprise, on est une équipe, on est tous ensemble, mais il y en a un qui est tout seul. Et l'entrepreneur, il est souvent tout seul, et le leader de l'équipe, il est souvent seul. Et on est bien sûr dans le même bateau que nos actionnaires, on est dans le même bateau que nos clients, on est dans le même bateau que nos staff et nos équipes, mais on n'est pas du même côté du bateau. Alors, il faut qu'il y ait plein de côtés à ce bateau, hein. Mais on n'est pas du même côté du bateau. Et j'insiste sur cet aspect-là, parce qu'avoir une vision, c'est quelque chose d'essentiel. C'est avoir une conviction. Je rattache ça à ce que Tony avait expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire connaître ses points forts, Laura aussi, connaître ses points forts, connaître ses forces, savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on est capable de faire et d'apporter, et y aller à fond. Et avoir une vision, c'est hyper essentiel, et il faut s'y tenir. Mais en même temps, ce n'est pas très facile parce qu'il faut aussi être ouvert au marché, aux besoins, à ce que tout le monde nous fait entrer. Donc il faut être ouvert et perméable. Donc il faut à la fois être têtu par rapport à sa vision, mais néanmoins adaptable. Donc le compromis n'est pas toujours très très facile à trouver. Et je vais juste citer un exemple que j'ai trouvé marquant.
Dans ma vie, du coup, j'ai revendu mon entreprise Aldébaran au groupe japonais SoftBank. SoftBank qui est dirigé par Masason, qui est un mec assez brillant. C'est une boîte de 100 000 salariés, donc c'est une grosse boîte. Et à l'époque où son entreprise ne faisait que 200 salariés, je crois, lui avait une conviction, c'était dans les années 2005, 6, 7, dans ces eaux-là, lui avait une conviction que le digital, le numérique allait tout emporter, alors qu'à l'époque, les modems, par exemple, étaient encore étaient encore analogiques. Et donc lui, à un moment donné, a rassemblé l'ensemble de ses équipes après des réflexions en disant « Ok, c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut aller vers du tout digital, tout numérique, alors que pour le moment, il faisait, et tous les autres faisaient surtout de l'analogique. » Et son staff ne l'a pas suivi. Ses équipes lui ont dit ben non, nous on n'y croit pas. Enfin, ok, il y a peut-être une voie, mais c'est vachement trop risqué, on ne va pas y arriver. Et il me raconte ça, ce bonhomme qui est le plus riche et le plus puissant japonais, qui est tout petit, il était monté sur une caisse, il expliquait à son staff en disant ben, écoutez, c'est quand même ça que je veux faire parce que je suis convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Si vous ne voulez pas me suivre, ben tant pis pour moi. Et personne ne l'a suivi. Ils ont recommencé l'entreprise à 2. Et aujourd'hui, c'est une des plus grosses boîtes du Japon. Il est milliardaire et voilà, c'est lui qui est dans le deal avec Donald Trump pour mettre 500 milliards de dollars sur l'IA et sur tous ces sujets-là. Voilà. Donc j'insiste vraiment sur l'importance d'avoir sa vision, de s'accrocher à sa vision et de continuer. Maintenant, je vais faire un tout petit aparté sur un autre sujet, avant de basculer sur l'IA, qui est sur les valeurs France et la culture France. À Aldébaran, on avait 35 nationalités. Pour moi, c'était important parce que nationalité différente égale culture différente égale richesse. Et donc, c'était un de mes KPI, on avait 35 nationalités, j'étais très très fier de ça. Et je me suis rendu compte a posteriori qu'en fait, on avait 35 nationalités, mais tout le monde travaillait à la française. Et donc, ça veut dire que 34 nationalités, en gros, travaillaient contraculturellement. Et j'ai beaucoup réfléchi, travaillé et passé de temps sur cette notion de culture d'entreprise, de culture de pays. Je ne sais pas si quelqu'un a lu le bouquin « La logique de l'honneur » de Philippe Diribarne. C'est un bouquin passionnant, très dur à lire. Il a été fait pour être écrit, pas pour être lu. Très dur à lire, mais c'est un bouquin qui est passionnant sur la culture des différents pays, où on apprend par exemple que les Pays-Bas ont une culture consensuelle, et tout le monde est au courant et tout le monde a un point de vue. Quand il y a à améliorer le produit, l'hôtesse d'accueil qui reçoit les clients qui râlent au téléphone, elle a un point de vue. L'ouvrier sur la ligne de production, il en a un autre. Les gens du marketing, les ingénieurs, le bureau d'études, tout le monde a un point de vue. Eh bien, il faut les prendre en compte tous. Donc aux Pays-Bas, quand ils veulent lancer un nouveau produit, une offre ou les faire évoluer, il y a de la réunionnite à n'en plus finir pour prendre en compte les points de vue de tout le monde. Et donc ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, ils trouvent le bon produit parce que c'est bien réfléchi et ça va à toute allure pour le diffuser et l'implémenter parce que tout le monde est déjà d'accord. L'opposé de ça, c'est la culture portugaise. Au Portugal, c'est une culture essai-erreur. On a un produit à lancer, allez, on le lance dans 15 jours. Ben, on va lancer un truc, ça va marchoter, pas très bien, il y aura des problèmes, on va l'améliorer, corriger. Et au bout de 6 mois, je veux dire, le même temps que les Pays-Bas, c'est ni mieux ni moins bien, c'est une autre façon de faire. Eh ben, vous avez votre produit qui fonctionne. En cours de route, vous allez dire, vous avez un peu abîmé votre marché, il y a des clients qui ne sont pas contents, mais les clients, c'est aussi les Portugais qui sont dans la même culture et qui savent très bien que quand ils achètent le produit qui vient de sortir, ils vont essuyer les plâtres. Mais il y a toujours des geeks ou des gens qui ont envie d'être les premiers. Voilà. Donc cette culture est très différente. Les États-Unis, eux, ils ont une culture marchande, contractuelle. Tout est contractualisé, les job desks, etc., etc. Chaque pays a sa culture. Et en France, c'est la logique de l'honneur, ce qui décrit en disant chacun, à son niveau, a une intime conviction de ce qu'il faut faire pour le bien de l'entreprise. Et j'insiste là-dessus. Si les Français connaissent très très bien les objectifs de l'entreprise, ils déploient leur talent individuel. Et ce que dit le manager, si c'est une bonne idée, je le fais. Si ce n'est pas une bonne idée, je ne le fais pas. Ce qui est marqué dans les notes de service, si c'est une bonne idée, je le prends. Si ce n'est pas une bonne idée, je ne le prends pas. Ça, c'est la culture française. Et cette culture, elle a quoi comme conséquence? Discuter avec Toyota, qui a des usines partout dans le monde. Son usine la plus rentable est en France. Et son usine la moins rentable est également en France. Dans un cas, le management japonais apporte ce que la culture japonaise apporte en laissant aux Français la liberté de déployer et de faire vivre leur culture. Dans l'autre, les Japonais ont essayé d'imposer aux Français de travailler à la japonaise. Voilà ce que ça donne. Et pourquoi je dis ça? J'insiste beaucoup. Chaque pays a une culture qui est très différente de celle des autres. Et en France, on a un problème avec le management à la française.
je trouve, moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les années 80, on ne se sentait pas bon en management, donc on s'est dit, allez, il faut qu'on fasse des choses, on va apprendre des meilleurs. On a fait venir tous les grands cabinets de consulting, qui sont tous des Américains, qui nous ont expliqué comment il faut manager à l'américaine dans une culture contractuelle. Et donc, quand vous rentrez dans une boîte, vous avez une job desk qui vous dit exactement ce que vous avez à faire, ce que vous n'avez pas à faire. Le truc typique que tous les Français, qui surprend tous les Français, c'est que vous avez des horaires. Et quand vous allez aux États-Unis dans une boîte américaine, à 17h05, tout le monde est parti. Ben, c'est normal, vous êtes là pour faire un truc, et puis pour une certaine période de temps, puis vous êtes payé pour ça, pas pour autre chose. Dans une culture contractuelle, c'est logique. En France, on ne comprend pas, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, ça amène des surprises. Mais parmi les surprises, il y en a une autre, c'est en imposant le management à l'américaine en France, on a les entretiens annuels, les fameux entretiens annuels que tout le monde utilise, qui grosso modo frustrent les managers autant que les salariés. En fait, on fait un truc qui est fait pour des Américains, pour une culture contractuelle, alors que nous, ce n'est pas notre mode de fonctionnement. En France, on fixe des objectifs, pardon, aux États-Unis, on fixe des objectifs, et puis bien sûr, il faut contrôler derrière. Mais en France, le contrôle est toujours vécu comme une défiance. Parce que ce n'est pas notre culture. Voilà. Alors si je dis ça, j'ai remarqué ça dans les différents pays, etc. Et à Aldébaran, avec 35 nationalités, j'aurais dû me dire, pour ces sujets-là, j'ai besoin d'une culture process, donc il faut que je confie ça à des Allemands ou à des Japonais, et que je les laisse fonctionner à l'allemande ou à la japonaise, et pas du tout à la française. Et j'ai remarqué ça dans beaucoup d'entreprises, des grandes et des petites. J'ai travaillé aussi dans des grandes entreprises, des grandes et des petites, qu'en fait en France, je trouve qu'on avance un peu avec un boulet au pied, parce qu'on fonctionne dans un type de management qui est un peu contraculturel. Et le management à la française, il a des tas d'atouts, mais il faudrait qu'on arrive à le codifier, à le définir ou à se lâcher. Je sais pas, un truc qui est typique du management à la française et à l'américaine, quand vous avez un incendie dans une usine, il a vécu ça d'Iriban quand il a fait son étude, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Tout le monde respecte les procédures et on sort bien comme il faut, au calme, etc. Et on protège les gens avant tout. En France, vous avez des gens qui sont capables de se mettre à risque pour sauver l'outil de production. Vous savez tous que ça arrive, ce genre de choses. Et est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? J'en sais rien, je ne veux pas le dire ici, mais en tout cas, c'est le témoin d'une culture différente. En France, on avance un peu avec des boulets aux pieds. C'est vrai aussi d'ailleurs au niveau du pilotage de la technologie et de la recherche française, où les Français ont une culture, un ADN d'ingénieurs disruptifs. Notre ADN, ce n'est pas d'abord l'industrialisation, ce n'est pas d'abord le marketing, même si on arrive à faire, même si des tas de boîtes s'en sortent très bien, mais notre ADN de base, c'est de l'ingénierie disruptive. Ce n'est pas un hasard si c'est en France qu'ils ont inventé l'Overcraft, l'espèce de truc qui vole, fait pas le Marseillais, et plein de choses, et les jeans, et les planches à voile, et les planches à roulettes, et tous ces trucs-là, c'est des inventions françaises. Il y a énormément d'inventions françaises qui, en général, trouvent leur marché quand des Américains s'en saisissent, le rachètent ou s'en servent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que la France a une force énorme dans ses valeurs, qui est cet ADN d'ingénierie disruptive, sur lequel on ne capitalise pas vraiment collectivement. Donc ça, je trouve ça un tout petit peu dommage. Après la robotique, mon autre aventure, ça a été l'intelligence artificielle. J'ai créé Another Brain en 2017, donc ça fait maintenant 8 ans. L'objectif de Another Brain est de faire une intelligence artificielle réelle, une vraie intelligence, mais artificiellement. Je veux faire une puce électronique, un chip qui fonctionne comme le cerveau. L'objectif, c'est ça. Pourquoi? Parce que toute l'IA que tout le monde utilise, le deep learning, les LLM, etc., c'est super puissant. Ça permet des tas de choses, mais ça a des tas de limites, parmi lesquelles une consommation d'énergie colossale, monstrueuse, parmi lesquelles un besoin en nombre de données monstrueux également. J'en sais rien, je vais prendre un exemple, mais on parle de centaines de millions d'exemples. On a travaillé par exemple avec Renault pendant un moment pour faire du contrôle qualité industrielle. Ils ont travaillé avec de l'IA Deep Learning et donc ce qu'il fallait, c'est qu'ils aient des centaines de millions d'exemples d'anomalies sur leurs pièces pour pouvoir entraîner les modèles. Mais il y a longtemps qu'ils ont fini leur batch de production. Ça ne marche pas. En fait, on n'a pas accès dans la majorité des cas à la quantité suffisante de données. Encore moins quand il s'agit de systèmes totalement ouverts comme les voitures autonomes, sur lesquelles, pour faire du deep learning pour des voitures autonomes, il faudrait que vous soyez capable de commencer par faire la liste de toutes les situations dans lesquelles va se retrouver la voiture dans sa vie.
Ben, dans un monde ouvert, c'est juste impossible. C'est vrai aussi des robots, c'est vrai aussi. C'est juste impossible. Et donc, vous ne pouvez pas faire de voitures totalement autonomes, level 5, etc., si vous utilisez les IA que tout le monde utilise aujourd'hui, le deep learning, réseau de neurones et les LLM. Il faut inventer une autre forme d'IA. C'est pour ça qu'il y a 5 ans, on nous bassinait avec les voitures autonomes, c'était pour tout de suite, puis que maintenant, on en parle quand même beaucoup moins. Alors, ce qu'ils font, ils font des voitures autonomes qui marchent dans un environnement contrôlé. Par exemple, les premières ont été sur le port de Rotterdam ou à Vulcania, il y en avait. Puis ils ont élargi petit à petit, alors sur les autoroutes, parce qu'on arrive à cerner assez bien les situations sur les autoroutes, puis on élargit petit à petit. Donc aujourd'hui, petit à petit, on a des milliers de réseaux de neurones dans les voitures autonomes qui couvrent de plus en plus de territoires, mais ça ne permettra jamais d'avoir une vraie voiture autonome au sens où elle peut conduire toute seule librement dans n'importe quel environnement. Il faut inventer une nouvelle IA, et nous, c'est ce qu'on fait. Alors, on fait ça en s'inspirant du cerveau, de comment fonctionne l'intelligence. Alors la première réaction, c'est de dire, mais en fait, on ne sait pas comment fonctionne l'intelligence, qu'est-ce qu'ils vont chercher, on n'a pas d'idée, l'humanité ne sait pas. Eh bien, ce n'est pas vrai. On est vis-à-vis de l'intelligence un peu dans la même situation que pour les maladies contagieuses au XIXe siècle, où il y avait des tas de maladies, des millions de gens qui en mouraient, on ne savait pas les points communs, jusqu'au jour où on a découvert que c'était tout des maladies bactériennes, on a trouvé les antibiotiques et on a éradiqué toutes ces maladies. Sur l'IA, on est dans cette situation-là. Il y a des millions de publications scientifiques sur les différents domaines de fonctionnement du cerveau. Rien que sur la dopamine, qui est un neurotransmetteur, il y a 162 000 publications. Si vous voulez savoir ce que fait la dopamine, il faut réussir à faire une synthèse de 162 000 publications. Ce n'est pas très simple. D'autant plus que, comme toutes les publications scientifiques, il y en a 20-30% qui sont fausses ou erronées ou biaisées. Donc ce n'est pas très facile de savoir ce qu'on peut en tirer. Le problème de comprendre l'intelligence humaine, aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup trop d'informations et ce qui nous manque, c'est un cadre. Or, il y a des gens qui travaillent sur ce cadre. Il y a plusieurs gens qui travaillent, et nous, on a travaillé dessus aussi. Et donc, ce qu'on a fait d'abord, c'est de présenter un cadre qui explique le fonctionnement de l'intelligence. C'est ce qu'on a mis dans le bouquin Organic AI qu'on a publié pour expliquer ça. Mais il y en a d'autres qui le font. Hein. Jeff Hawkins, un Américain d'une boîte qui s'appelle Numenta, fait la même chose. On a des idées sur le framework, sur le cadre global de fonctionnement de l'intelligence pour expliquer comment fonctionne l'intelligence. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Simplement, on n'avait pas le bon prisme d'approche. Et du coup, ce qu'on fait à Another Brain, c'est de transformer ça en algorithme, et puis on va le faire tourner dans une puce. Et une fois que ça tournera dans une puce, on sera capable d'avoir une puce électronique qui a la même intelligence que les intelligences naturelles, c'est-à-dire capable de proposer des décisions dans des situations qu'il voit pour la première fois. Excusez-moi. Et c'est ça l'élément important. Et je vais citer, donc, ça règle le cas des voitures autonomes, mais ça règle d'autres cas. Ça règle le cas des satellites. On a été contacté par l'armée de l'air française qui dit, là, on a un problème, c'est que nos satellites se font attaquer. Tout d'un coup, on perd un satellite et on ne comprend pas, on regarde, on explore, et puis plusieurs mois après, on a compris qu'en fait, sa trajectoire avait été déviée par un contact avec un objet envoyé par un autre satellite. Du coup, il a changé un peu son orbite et il est venu cramer dans l'atmosphère et on a perdu le satellite. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un satellite qui, tout seul, comprenne que quelque chose est en train de se passer, va lui arriver, et qu'il change lui-même de son orbite, mais dans la bonne direction, pour éviter ça? Et oui, ce genre d'intelligence, les intelligences naturelles, je dis toujours naturelles parce que c'est vrai de l'intelligence humaine, mais les chiens, les chats, les rats et tous les mammifères ont une intelligence qui fonctionne de la même façon. Ce n'est pas très différent chez les oiseaux non plus. Donc voilà, c'est vraiment les intelligences naturelles. Après, c'est une question de surface du cortex. Si vous avez un cortex beaucoup plus grand, ben, votre intelligence est capable de monter plus haut en niveau d'abstraction, en intégration de phénomènes de plus en plus riches. Mais avec un tout petit cerveau, vous arrivez à un tout petit cortex, comme les souris ou comme d'autres, vous arrivez à avoir des comportements vraiment intelligents. Voilà, donc ça, c'est ce que fait Another Brain. Et donc, c'est pareil, c'est un objectif qui est vraiment ambitieux, parce que l'objectif, c'est de faire une IA qui fonctionne comme le cerveau, une intelligence générale. C'est de passer à la génération d'après par rapport aux GAFA et à tous les autres. Tiens, ça serait pas mal. Puis on sait faire, on l'a déjà fait avec Aldébaran, donc on devrait être capable d'y arriver. Et d'arriver à une intelligence donc, qui sera capable, qui ne consomme pas d'énergie. Nous, on va avoir un chip qui va faire à peu près 50 mm² et qui va consommer une fraction de watt. Et pour comparer, quand vous avez un système avec des LLM ou du deep learning, vous êtes obligé d'avoir une première phase qui est d'apprentissage et d'entraînement de votre modèle, qui consomme de l'ordre du mégawatt.
Sur cette phase-là, vous êtes obligé de l'alimenter avec des centaines de millions de données. Et après, vous avez un chip qui tourne, un NVIDIA, qui consomme 15, 20 ou 100 watts, qui ne fait que utiliser le modèle. Il ne peut plus rien apprendre. Nous, notre système, il n'a pas la première phase. Il aura juste la deuxième phase avec un chip qui va consommer moins d'1 watt et qui fait de l'apprentissage live en permanence. Et il fonctionne par analogie, comme notre cerveau. Cette situation est analogue à telle autre. Avec le même genre de travers que le cerveau. Hein. Nous, on est capable, quand on regarde dans des nuages, de reconnaître un visage. Alors qu'il n'y a pas de visage. Pourtant, on arrive à le voir, le visage. Notre chip aura la même chose. Parce que par analogie, il va voir quelque chose qui a la même structure. Mais en même temps, on a la même puissance qui est due à ce principe de raisonnement par analogie. Voilà, ça c'est ce que fait Another Brain. C'est disruptif. Du coup, on a la même difficulté à convaincre des financeurs, mais ça fait partie de la vie. Et on a, pour vous faire un état des lieux d'où on en est, on a un démonstrateur qui prouve que ça fonctionne, dont la première version va être présentée à notre board le 9 juillet, donc la semaine prochaine, et la deuxième version finale sera présentée en octobre prochain. Donc voilà, c'est en train d'arriver, c'est en train de se faire, c'est à peu près terminé, on est en train d'y arriver. Mais maintenant, je voulais dire, l'IA est en train de changer notre monde. Je ne sais pas si vous vous en servez déjà dans vos entreprises. Je pense que comme tout le monde, vous essayez, vous faites des choses, etc. Alors, il y en a qui s'en servent certainement beaucoup, mais il y en a qui s'en servent pour faire un peu, pour faciliter les messages marketing, pour simplifier la génération de trucs, etc., etc. Moi aussi, j'utilise le deep learning, les ChatGPT et les autres pour mon propre besoin. Et j'ai découvert quelque chose dans l'utilisation, il y a maintenant 6 à 9 mois. Moi, je développe, je fais partie de ceux qui font avancer la technologie. Mais je ne suis pas un bon, hein, je suis un très mauvais développeur, je fais des grosses bouses, je ne suis pas un bon développeur. Mais ce que j'en fais, je fais mon code qui explique ce que je veux, je le balance tel quel à ChatGPT, Perplexity ou n'importe lequel, il me répond en disant, alors voilà, ton code est censé faire ça, ça et ça, il m'explique ce que fait mon code. Bon sang, mais moi je ne suis pas toujours capable de le faire. Il m'explique ce que fait mon code et il me dit, là il y a un problème, là il y a une erreur, là il y a une anomalie. Et puis si tu voulais l'accélérer, voilà comment tu pourrais faire. Waouh! Et en fait, je me rends compte qu'en utilisant cet outil, et mes équipes l'utilisent, on va 10 fois plus vite, on est 10 fois plus créatif, si on guide en disant voilà ce que je veux faire, on donne les premières briques et ça nous répond. Et donc si je dis ça, c'est bon sang, 100% de vos équipes devraient utiliser de l'IA. Et tout de suite, il y a déjà de quoi gagner beaucoup et il y a de quoi déjà transformer tout notre monde, toute notre activité, etc. Alors d'un point de vue collectif, ça va avoir un impact sur les jobs, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais si je vous pose une question, c'est pas très facile de répondre, mais d'après vous, quel pourcentage de sa vie éveillée on passe au travail en tant que job? Quel pourcentage d'une vie éveillée on passe au job? Les gens d'habitude parlent de 30, 35, 40%. On est à 12% aujourd'hui. On passe 12% de sa vie éveillée, de toute sa vie, pour faire son job. Et vous savez quoi? Au début du 19e siècle, on était à 60%. Il n'y avait pas de week-end, il n'y avait pas de vacances. Voilà. Et donc, quand on en est là, vous savez quoi? Avec l'IA, je pense, moi, que les 3/4 des jobs vont disparaître, qu'il y a des nouveaux jobs qui vont apparaître. Le solde global, on va diviser par 2. Ça veut dire qu'on va passer de 12% à 6%. La belle affaire. Donc, moi, je recommande vraiment d'essayer à titre personnel et de pousser tout le monde à les utiliser, mais pas juste en complément de son activité, d'utiliser l'IA pour répondre au cœur de son activité chacun. Et vous allez voir que vous allez accélérer beaucoup, ça va vous aider à grandir beaucoup plus vite. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais j'ai dépassé mon temps. Donc, je vous remercie et je rends la parole. Merci beaucoup. Merci Bruno.